Mon ouvrage intitulé « Les enfants et les conflits armés entre la réinsertion et la récidive » est une expression orale des différentes voix des femmes du monde en général et de l'Afrique, notamment le Congo-Brazzaville en particulier. Je me suis inspirée de la voix alarmante d'une mère congolaise qui, depuis 1997 jusqu'à nos jours, a perdu les traces de son enfant de 17 ans qui s'était retrouvé au sein des milices armées lors de la guerre au Congo-Brazzaville. Cet enfant, est-il mort? Est-il vivant? Personne ne le sait, sinon Dieu. Et la situation douloureuse de cette dame ne m'a pas laissée indifférente. Elle est comparable aux pleurs de Rachel, dont nous parle le prophète Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, une plainte et des pleurs d'amertume. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée car ses fils ne sont pas. Et si donc nous jetons un regard dans notre société, les Rachel qui ont vu leurs enfants participer aux hostilités, des Rachel qui ont vu leurs enfants être initiés à des actes de cruauté et parfois être tués, sont nombreuses dans notre monde. C'est pour cela que j'ai voulu écrire ce livre, pour que ma voix, à l'instar de la voix de Rachel, puisse être entendue au niveau international. Au niveau international, vous avez indiqué être parti d'une réalité observée au Congo-Brazzaville. Mais cette réalité est aussi présente dans d'autres pays. En réalité, le phénomène enfant-soldat est répandu dans le monde. Mais actuellement, si nous regardons dans les réseaux sociaux, le pays où le phénomène prend de l'ampleur, c'est bien en République démocratique du Congo. Et donc, c'est même ce pays qui a été, que j'ai pris comme cible pour mes recherches de terrain. La République démocratique du Congo, pouvez-vous nous parler un peu de la réalité dans ce pays? Vous avez fait des enquêtes, vous avez certainement touché de votre doigt la réalité. Pouvez-vous nous décrire cette réalité des enfants soldats dans ce pays? En réalité, comme vous le savez, ça fait en fait la une non, dans les réseaux sociaux et dans l'actualité. Il y a la guerre en République du Congo qui ne finit pas. En République démocratique du Congo, merci pour cette précision qui ne finit pas. Et moi, je me suis intéressée aux enfants qui avaient combattu depuis 2012, qui ont suivi le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion, parce que ce processus, c'est une stratégie normative pour éviter que les enfants continuent d'être enrôlés. Et s'ils sont enrôlés, ils doivent suivre ce processus donc pour être démobilisés, retourner à la vie civile, s'il faut le dire. Et donc, moi, j'étais intéressée à entrer en contact avec ces enfants pour qu'ils me partagent un peu leur expérience. Parce que si on n'écoute pas ces enfants, le phénomène va continuer à prendre de l'ampleur et nous gâchons l'avenir et la société de notre monde. Et donc, j'ai eu cette chance de converser avec une dizaine d'enfants. Je m'en vais d'abord préciser que ce n'est pas facile d'entrer en contact avec ces enfants qui ont combattu, parce que c'est, comme me disait un des responsables de la CONADER en ce temps-là, parce qu'il y a eu beaucoup de structures en République démocratique du Congo qui avaient cette mission de pouvoir démobiliser les enfants. Ce responsable me disait que c'était un terrain très verrouillé et glissant, parce que justement ces enfants se cachent. Ces enfants ont peur d'être connus et d'être vus. Voilà, donc je suis rentrée en contact avec eux et j'ai récolté leurs témoignages et c'est ça même que je rapporte dans mon ouvrage. Quelle est plus ou moins la tranche d'âge de ces enfants? Alors, pour ceux qui vont lire l'ouvrage, il y a un tableau récapitulatif où il y a l'âge, les modalités d'intégration et leur vie actuelle. L'âge varie entre 13 ans et 15 ans, quand ils sont entrés dans les forces et groupes armés. Ben maintenant, certains sont des adultes. Entre 13 et 15 ans, donc ce sont des mineurs. Des mineurs, bien sûr. Et dans quelle zone de la République démocratique du Congo se situent ces enfants? Ben, ils sont un peu partout, hein. Parce que si je m'en vais à vous rapporter les témoignages, j'ai rencontré un garçon qui était à la gare centrale. C'est plus à Kinshasa. Moi, j'ai pris comme cible la ville de Kinshasa parce que c'est là où il y avait ma communauté. Je ne pouvais pas aller au-delà de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Vous avez conversé avec ces enfants. Quel est plus ou moins le nombre de ces enfants qui ont connu ces phénomènes de guerre, des enfants qui ont combattu, qui ont été démobilisés et ensuite qui ont connu aussi cet effort de réinsertion? Il y a des chiffres qui parlent plus ou moins? Oui, en réalité, qu'est-ce qui se fait? Quand les structures qui étaient mises en place ont commencé leur travail, ils cherchent d'abord, comme je le disais au début, à désarmer les enfants, c'est-à-dire prendre les armes, les démobiliser, enlever la tenue militaire
et ensuite les réinsérer. Lors de la réinsertion, il y a une fiche de réunification qui est donnée à l'enfant. Et dans cette fiche, il y a toutes les coordonnées de la famille de l'enfant qui est réinséré. Et donc, cette structure avait pour mission d'aller préparer la famille pour accueillir de nouveau leurs enfants. Alors, quand je suis entré en contact avec cette structure, il y avait plus de 300 000 enfants qui avaient suivi le processus DDR. Maintenant, pour rencontrer tous ces enfants, c'était pas facile parce qu'il n'y avait pas seulement les enfants qui étaient des Quinois. Il y avait aussi d'autres villes de la RDC. Donc, la structure était nationale. Moi, je me suis attelé à la structure qui était à Kinshasa et aussi le nombre d'enfants qui avaient été mis à ma disposition. S'il y a 300 000 enfants qui ont connu ce processus de démobilisation, réinsertion, ça signifie qu'il y a plus qui ont été enrôlés. Bien sûr, actuellement, si vous lisez le rapport, par exemple, de l'UNICEF, on est à 426 millions d'enfants soldats dans le monde. Et la RDC, actuellement, là, est le pays où l'effectif est plus élevé. L'UNICEF a parlé même de plus de 300 encore. Comme pour dire, il y avait un groupe qui était réinséré. La réinsertion n'a pas été effective, mais dans l'entretemps, on continue encore d'enrôler les enfants dans l'armée. C'est là où, en fait, où le bas blesse. Est-ce pour cette raison que vous avez sous-titré votre livre « Réinsertion et récidive » Peut-être oui. En fait, dans le processus de DDR, la dernière phase, c'est la réinsertion. La réinsertion, elle est à la fois sociale et financière ou encore économique. Par réinsertion sociale, je sous-entends ce temps qu'on donne à l'enfant. Quand l'enfant sort des forces armées, s'il est encore mineur, la réinsertion sociale lui donne cette possibilité d'aller encore continuer les études, d'aller encore à l'école. Parce que n'oubliez pas que pendant ce temps qu'il combat, il brise une certaine évolution de sa vie comme enfant. Et donc, si l'enfant est adulte, les structures ont la mission de pouvoir l'aider à apprendre un métier pour qu'il puisse en sortir dans la société. Et donc ça, c'est au niveau de la réinsertion sociale. Et la réinsertion économique, c'est quand on met à la disposition de l'enfant des moyens pour apprendre justement le travail, pour qu'il puisse se sortir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cette phase de la réinsertion est très sensible. Et c'est là même le fond du problème que je cherche à résoudre dans mon livre. Parce que si la réinsertion sociale, aussi bien sociale qu'économique, ne réussit pas, la tendance est que une fois qu'il y a une petite guerre, un conflit armé, ce même enfant qui avait été réinséré, parce qu'il ne se retrouve pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récidiver. Comme pour dire, il peut encore facilement retourner. Il va encore prendre les armes pour aller combattre. C'est pour ça que j'ai dit donc de la réinsertion à la récidive. Et si nous regardons, moi, quand je suis rentrée donc en contact avec ces enfants, ils me disaient qu'ils avaient reçu $100 de la part de toutes ces structures qui étaient mises en place au Congo, Kinshasa bien entendu, pour leur réinsertion économique. Qu'est-ce qu'un enfant qui a combattu, qui est sorti, qui veut refaire sa vie, va faire avec une somme de $100 $100 américains. Vous voyez, et il y a même un enfant qui m'avait dit, pendant qu'il faisait la réinsertion sociale, il apprenait un métier, il revenait à sa famille de supporter son transport. Donc ça, c'est parmi les témoignages. Et donc l'enfant me dit, la famille n'étant pas en mesure de pouvoir payer ses frais de déplacement, il avait laissé cette formation, il n'est pas arrivé jusqu'au bout. Et ces structures n'ont plus ce temps de suivre si réellement tous ces enfants que les structures avaient réinsérés s'en sortent dans la société. Donc c'est un problème d'organisation, mais aussi de suivi. Bien sûr que oui. Revenons sur le titre de votre livre, « Les enfants et les conflits armés entre la réinsertion sociale et récidive ». Enfants, conflits armés, réinsertion. Ce sont des réalités bien sûr liées, mais ça fait 3 sujets mis ensemble. En réalité, il n'y a pas 3 sujets. En réalité, je suis en train de parler du phénomène enfant-soldat. Et quand on parle de l'enfant-soldat, on suppose qu'il y a un conflit armé. Et donc, l'enfant-soldat fait toute l'expérience de la guerre. Il vit la guerre, il combat, on le tue, il massacre. Et après, il est obligé, en conformité donc avec la loi, de sortir des forces armées. Et quand il sort, il doit donc suivre le processus de DDR dont j'ai parlé à peine. Et donc, quand ce processus ne réussit pas, la conséquence, c'est que l'enfant récidive. Voilà en fait comment je peux résumer même le titre de mon livre. Donc, il n'y a pas 3 sujets. En réalité, c'est un sujet qui est une suite logique d'un autre fait. Ouais, une continuité voilà. Logique en fait. Oui, et puis dès le début, peut-être, comme on est aussi en droit, il faut que nous puissions dire que l'expression appropriée n'est pas enfant-soldat. Selon les principes de Paris de 2007,
c'est les enfants associés à une force armée ou à un groupe armé. Pourquoi? Parce que dans ce groupe d'enfants, il y a une catégorie qui va jusqu'au front pour combattre, pour poser des actes de cruauté. Par contre, il y a un autre groupe qui est là pour jouer le rôle de porteur, messager, espion ou pour des faits sexuels. Donc, aussi bien ces enfants qui sont là pour cuisiner, pour être utilisés comme des espions, et les enfants qui vont au front, tous sont dans la catégorie des enfants appelés vulgairement enfants soldats, mais le terme approprié, ce sont des enfants associés à une force armée ou à un groupe armé. Et parce qu'il faut protéger la dignité des enfants, évidemment. Tout à fait. Vous avez parlé, en citant les rapports de l'UNICEF, de plus de 400 millions. 426 millions d'enfants soldats dans le monde. Dans le monde. Et donc, le problème est assez grave. Et outre l'Afrique, je suppose qu'il y a aussi d'autres contextes où cela se pose. Mais bien sûr. Mais seulement c'est parce qu'en Afrique, ça prend plus de l'ampleur parce qu'il y a beaucoup de limites liées à la technologie. Dans les pays développés, par exemple, le travail que font les enfants, ils recourent à la technologie pour des espions, pour d'autres. En Afrique, comme on n'a pas tous ces moyens, on utilise les pauvres innocents et on gâche tout un avenir, malheureusement. Et vous avez parlé de la RDC comme le pays le plus touché. Est-ce qu'il y a d'autres pays africains où ce problème se pose? Oui, au Soudan aussi, on parle des enfants soldats. Dans le rapport de l'UNICEF, il cite beaucoup de pays, mais c'est plus en RDC où le phénomène a pris vraiment de l'ampleur. Et les guerres qui sévissent dans beaucoup de pays africains empirent la situation. Mais bien sûr, puisque la guerre est même l'élément déclencheur du phénomène enfants soldats, entre griffes, enfants associés aux forces et groupes armés. C'est la guerre qui est la cause principale. Parce que s'il n'y a pas la guerre, c'est difficile qu'on recourt aux enfants pour qu'ils aillent combattre. Puisque nous sommes dans le contexte de la RDC, il y a le professeur Kyenge, qui est un professeur très, très connu en RDC, qui a aussi fait la recherche par rapport à la délinquance juvénile. Et il est arrivé à la conclusion selon laquelle le conflit armé peut devenir donc pour les enfants source de déviance, sinon simplement de délinquance, et revêtir dès lors un caractère criminogène incontestable. Donc on peut dire, la guerre c'est parmi la cause principale du phénomène enfant-soldat. Oui, évidemment, c'est la guerre, même si les sujets, on n'en parle plus, les sujets d'enfants soldats, il est actuel, selon vos enquêtes, mais on n'en parle plus. C'est ce qui inquiète un peu. Oui, donc, justement, c'est inquiète. C'est ce silence de la communauté internationale qui m'inquiète. C'est ce silence parce qu'on est là à prendre des lois qui sont d'application difficile. Et nous oublions aussi que les enfants sont l'avenir de demain. Le leadership de demain, ce sont ces enfants. Moi, je suis religieuse passionniste. La religieuse passionniste de demain, c'est cette petite fille qu'on exploite actuellement lors de la guerre. Les prêtres, je ne sais pas qui alors, si on ne s'attelle pas à leur situation actuelle, on s'attend à quel futur? Ce serait un futur désastreux. Qu'est-ce qui doit donc être fait pour que les pays, particulièrement ceux africains, plus particulièrement encore la RDC, puissent venir à bout de ce phénomène? Alors, aussi bien la RDC ou tous les pays du monde, nous devons retenir de prime abord que la participation des enfants dans les conflits armés est un crime de guerre, conformément donc à l'article 2.A du statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998. Si nous voulons protéger vraiment les enfants, si nous voulons un avenir serein et meilleur, la première solution c'est de mettre fin à la guerre. Cherchons la paix. Parce que si nous continuons avec autant de guerres, nous enrôlons les enfants dans les armées, nous préparons un avenir aussi difficile à assumer après. Parce que nous parlons seulement de la guerre. Vous oubliez tous ces actes de cruauté qui se font actuellement dans nos villes. Et peut-être que parmi les personnes qui posent ces actes, il y a aussi les enfants. Effectivement. Et donc, on ne voit pas seulement la guerre, parce que la guerre, comme disait un auteur, n'est pas seulement le crépitement d'armes. Il y a aussi des guerres silencieuses. Et donc, si vous partez au Congo-Kinshasa, actuellement, il y a le phénomène de Kuluna. Et si vous partez au Congo-Brazzaville, comme je suis du Congo-Brazzaville, il y a les bébés noirs. Les enfants la tuent, posent des actes graves. Alors, on se demande comment est-ce que ces enfants arrivent à poser de tels actes. Donc, on peut dire, cessons seulement de recenser les enfants, de recourir aux enfants lors des conflits armés. Comme ça, les enfants préparent bien leur avenir et bénéficient aussi de leur étape d'enfance. C'est un droit.
La Convention le dit, l'enfant a droit à la vie, l'enfant a droit de vivre avec sa famille. C'est une étape très importante de la vie. Si elle est brisée, ben c'est tout un avenir aussi qui est brisé. Un appel donc lancé aux États en particulier. Et je suppose que c'est la solution que vous proposez dans votre livre, ou bien vous en avez proposé une autre? Oui, j'en ai proposé aussi à d'autres, notamment réduire l'écart entre l'effectif des enfants enrôlés et les personnes ou les leaders traduits en justice. Parce que quand j'ai cherché un peu de voir quelles sont les personnes qui ont été jugées, les leaders qui ont été traduits en justice pour avoir enrôlé des enfants. Quand vous partez au Congo, il y a le cas de Jean-Pierre Mbemba qui a été traduit. Si vous regardez, devant un effectif de 426 millions d'enfants, et 5 ou 6 leaders qui sont traduits en justice, l'écart est de taille. Parce que n'oubliez pas, derrière ces chiffres ici dont nous parlons se cache la vie des êtres humains. Derrière ces 426 millions d'enfants soldats actuellement dans le monde se cache l'avenir de toute une société. Et donc, parmi les solutions, il est important aussi que nous passons à ce qu'on appelle l'action en réparation. Que ces personnes qui ont posé ces actes puissent aussi être traduite devant la justice. Ce n'est que de cette manière aussi qu'on peut réduire, qu'on peut faire face à ce phénomène. Il n'y a pas que ça. J'ai aussi parlé comme piste de solution, la création des tribunes pour les enfants ex-soldats. Parce que en entrant en contact avec ces enfants, j'ai constaté une certaine peur. Ces enfants ne veulent pas dévoiler leur visage, ils ne veulent pas être connus. Alors pourquoi ils ne doivent pas être connus? Parce qu'en réalité, ils sont des victimes. Ils étaient innocents quand ils ont posé ces actes criminels. Ce n'est qu'après qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient posé des actes qui sont allés au-delà de leur enfance. Donc ces enfants ne doivent pas vivre cachés. Ils ont droit d'être écoutés. Et je me suis beaucoup réjouie parce que, comme vous le savez, cette année, le pape François a lancé la première journée mondiale des enfants. Oui. Et donc, 2 mois avant même la célébration de cette journée, le pape avait écrit un message, adressé un message à tous les enfants. Voilà ce que le pape dit dans ce message qui m'a beaucoup tiqué. Il dit « Ne pas oublier ceux d'entre vous, encore si jeunes, qui sont victimes de la guerre et de la violence. Ceux qui sont contraints d'être soldats ou de fuir comme réfugiés, séparés de leurs parents. Ceux qui ne peuvent pas aller à l'école, ceux qui sont victimes des bandes criminelles. » Et il dit, bref, tous ces enfants dont l'enfance est aujourd'hui encore cruellement volée. Une enfance volée. Et à la fin, le pape François dit, écoutez-les. Et il insiste, écoutez-les vraiment. Comme pour dire, on a besoin, surtout dans le contexte de l'Afrique où le droit à l'expression est un peu bafoué, ces enfants on a besoin d'écouter ces enfants. Ils ont besoin d'être écoutés, d'être accompagnés. Donc il faut vraiment des structures appropriées pour les encourager d'abord à s'exprimer. Pour que soient respectés leurs droits. Ils doivent s'exprimer. Ce n'est qu'en écoutant leurs cris alarmants qu'on peut initier beaucoup d'autres actions en réaction et des actions en réparation. Il faut donc une grande action, des grandes actions de la part des États. Oui. Aussi de toute la communauté internationale. Et de toute la communauté internationale. Merci, ma sœur, pour ces éléments de réponse assez concrets et assez profonds. Parce que autrement, pour compléter un peu, quand je suis rentrée en contact avec un des enfants, toujours lors de mes enquêtes, un enfant qui te dit, ma sœur, on m'avait réinséré physiquement. Donc physiquement, je suis au sein de ma famille. Mais psychologiquement, il ne m'avait pas réinséré. Évidemment, il faut comme pour dire, j'ai encore, donc il faut un accompagnement. Et un autre dit, quand on les avait réinsérés, ils étaient dans une structure où il y avait aussi bien les enfants qui avaient commis d'autres crimes, dans des délinquants, que les enfants qui ont combattu lors de la guerre en RDC. Et donc, tous étaient dans une même structure. Et à un certain moment, les 2 groupes se battaient. Et les enfants soldats disaient, nous allons vous prouver que nous étions des soldats, nous avions combattu un jour. Et voilà, ça crée... Et donc, comme vous avez dit, il faut des structures appropriées, mais tout en séparant ces enfants, parce que même si les 2 catégories ont commis des crimes, mais ce sont des crimes qui sont commis de manière
différent. Et donc, le suivi ou l'accompagnement aussi diffère en réalité. Ben, dans le contexte du Congo, on met tous ensemble et puis on gâche en fait l'accompagnement. Parce que si l'enfant arrive à dire, ils m'ont démobilisé, réinséré physiquement, mais pas psychologiquement, ça signifie encore de graines de tous ces souvenirs négatifs qu'il a vécu lors de la guerre. Il y en a qui ont connu des traumatismes. Mais bien sûr, c'est parmi les conséquences. Il n'y a pas que les conséquences physiques, mais aussi psychologiques. Évidemment, merci pour ces réponses. Est-ce que vous avez un mot de la fin avant de conclure notre interview? Alors, en guise de conclusion, je vais d'abord attirer l'attention de toute la communauté internationale. Parce qu'aujourd'hui, c'est le Congo qui est la République démocratique du Congo, où le phénomène enfant-soldat prend de l'ampleur, mais il y a aussi d'autres enfants qui souffrent dans le monde. Et derrière la souffrance de ces enfants-soldats se cache la souffrance aussi des parents. Parce que, comme je l'ai dit au début, je parle d'une maman qui jusqu'à présent, elle est en vie, mais elle ne sait pas son enfant où est-ce qu'il se trouve. C'est une douleur pour une mère qui a porté un enfant dans son sein et qui ne sait pas s'il est mort ou il est vivant. Et donc, je commence par attirer l'attention de toute la communauté internationale en disant, laissez-nous les enfants. Et pour ceux qui sont dans les armées, désarmez-les, démobilisez-les et réinsérez-les de façon effective. Parce que si ce n'est pas effectif, la conséquence, c'est que ces enfants vont encore récidiver. Et donc, la place des enfants n'est pas dans les troupes armées, mais dans les familles. Ne manipulons pas les enfants, ne les utilisons pas pour nos crimes et actes de barbarie, car ils ne sont pas des machines à tuer. Laissons les enfants vivre leur belle étape de l'enfance. Et si nous voulons un avenir meilleur, luttons pour qu'au terme enfant ne soit pas associé le terme soldat.